Élections européennes 2019, les projets de politique agricole européenne des principaux partis. Bonjour, merci déjà à vous toutes et vous tous d'être là et merci aux organisateurs qui permettent ces moments d'échange. Donc moi je m'appelle Eric Andrieux, nous sommes vous avez fait les présentations, je ne sais pas tous. Je vous laisse vous présenter. Ah d'accord, pardon. Voilà. Le cadre du président Jean-Pierre Eric Andrieux, je suis député européen sortant et je suis troisième de liste sur la liste conduite par Raphaël Guzman, voilà, qui s'appelle Envie d'Europe écologique et sociale. Voilà. Et dans ma qualité de député européen, j'ai eu beaucoup de chance dans ce mandat, pour tout vous dire, voilà, puisque j'ai été premier vice-président de la commission de l'agriculture pour la moitié du mandat. Vous savez que les mandats du Parlement européen, c'est 5 ans, en fait, c'est pas tout à fait 5 ans, c'est 2 fois 2 ans et demi, je fais vite parce que je passe. Et ensuite, donc, j'étais coordinateur pour mon groupe politique, j'appartiens au groupe social-démocrate du Parlement européen, j'étais coordinateur pour mon groupe politique, et là, je suis vice-président du groupe politique, avec mon portefeuille de responsabilité de vice-président, qui est le budget, qui est la PAC, qui est la pêche, la cohésion, bien sûr, le contrôle budgétaire et la commission pesticides. Puisque dans ce mandat, j'ai eu le haut privilège de présider donc, les 9 mois de travaux de la commission pesticides. Donc voilà, et là, je vais terminer mon rapport sur l'OCM, qui a été voté donc, il y a 2 semaines. Voilà, de notre rapport de la réforme. Donc je vais vous parler de cette place-là, donc vous donner une vision du projet de faire des idées déjà. D'abord, je pense que ce qui est essentiel dans ce mandat qui s'ouvre à nous, d'abord c'est de mesurer comment dire, que l'urgence est là dans le début de cette nouvelle mandature qui s'ouvre. Puisque vous savez, nous avons voté les 3 rapports de la réforme, le rapport sur les parcs stratégiques, le rapport sur l'OCM et le rapport donc, horizontal. Et que maintenant, nous sommes dans une situation particulière et inédite, puisque le démarrage du nouveau mandat est particulier. Et que peut-être vous ne savez pas ça, je ne sais rien, mais en tous les cas, le fait que nous ayons voté qu'en commission de l'agriculture dans ce rapport-là, c'est une non-valeur législative. On n'a pas voté en plénière aucun des 3 rapports. Voilà. Même si mon rapport, celui de le rapport de responsabilité, celui de l'OCM, aurait pu être dans un calendaire voté en plénière, et l'administration du Parlement européen a décidé autrement. C'est bien dommage pour la profession, pour le secteur, c'est mon sentiment, et on pourra discuter si vous voulez tout à l'heure précisément. Donc la question qui se pose à nous très vite, c'est donc les rapports vont être mis en discussion dans ce qu'on appelle la future conférence des présidents. Le Parlement européen, c'est le président du Parlement et le président des 8 groupes politiques, pour l'instant. Voilà. C'est ça que se décide, tous les rapports en instance vont être décidés. Et la conférence des présidents, elle a le choix, soit de poursuivre la procédure, c'est-à-dire que le rapport voté en commission, et ensuite il va être passé en plénière, et quand le vote en commission et la plénière, il y a la possibilité d'amendement sur les 3 rapports, voilà, pour faire vite, soit la conférence des présidents a la possibilité de renvoyer le travail des parlementaires à zéro, partir de la base de la proposition de la commission et repartir donc de la désignation de rapporteurs, chefs rapporteurs, donc ils vont faire le travail que nous avons fait tout au long de l'année dernière, ce qui n'est pas improbable. Voilà. Donc ça c'est déjà un scénario particulier. Donc nous ne sommes pas là dans un contexte de campagne présidentielle où on va donner un programme d'orientation. On est dans un cadre bien établi. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de s'inscrire dans ce cadre bien établi là. C'est-à-dire que sur 3 rapports, il y a déjà des éléments tangibles de mise en œuvre. La question qui se pose à nous, c'est immédiatement le pouvoir d'influence des élus. Je parle de l'expérience, je m'excuse, donc des élus de la Cour-Agri, dans les mois qui vont arriver après l'élection. Voilà. Et que donc, dans le Parlement européen, il y a des postes, si vous êtes élus de base, voilà, vous n'avez pas le pouvoir d'influence sur les stratégies et les textes, que si vous êtes coordinateur politique, ou vice-président, ou rapporteur. Voilà. Donc, pour tout vous avouer, un des combats que je continue de mener si je suis élu, c'est d'être dans les postes de responsabilité, soit récupérer mon rapport, pour le faire aboutir dans tout le volet des trilogues, donc voir aller, vous savez comment ça fonctionne, c'est que une fois que c'est voté à la plénière, s'il y a un mandat de la plénière, le Parlement a un trilogue avec le Conseil, et c'est là que se négocie le dur finalement de la future réforme. Voilà. Donc en ce qui me concerne, des stratégies très claires, c'est pour
pouvoir poursuivre le travail initié sur mon rapport, donc c'est l'OCM, pour essayer de le mener à bien. Ça, c'est la partie procédurale que je me permets de donner, parce qu'elle conditionne bien sûr tout le reste. On n'est pas dans un cadre vide, si vous voulez, sans éléments majeurs. Les enjeux, je crois que nous devons aujourd'hui, là je parle avec la VP aussi au budget, c'est d'abord, de mon point de vue, c'est le volet budgétaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la proposition de la Commission sur le volet agricole, donc, c'est un budget réduit qui est proposé. Voilà, aujourd'hui, il y a un grand débat entre le Conseil et le Parlement, où le Conseil est sur une position de budget à 1,08, on ne touche pas les contributions des États. Le Parlement continue son travail sur un budget à 1,3. Et que pour l'instant, les deux institutions avancent parallèlement et que le budget interviendra qui au mois d'octobre, qui au mois de décembre 2019. Donc nous avons fait des projets, nous avons voté en commission des textes sans avoir de cadre budgétaire précis. Ça c'est quand même un élément assez cocasse pour la part, c'est mon point de vue, et qui n'est pas sans incidence sur la future réforme de la PAC. Donc le premier combat, c'est le budget. Et en ce qui me concerne, effectivement, donc nous luttons fortement pour que les contributions, alors il y a des enjeux politiques plus lointains sur la question des ressources propres, de la réforme fiscale, donc de redoter le budget européen d'autres ressources, de telle sorte qu'on ne soit pas dépendant des contributions des États membres, mais ça va intervenir là, avant le mois de décembre 2019. Donc là, on est dans une configuration très précise. Et effectivement, le combat n'est pas terminé, puisque vous savez certainement que le Parlement n'a pas de pouvoir d'intervention sur les recettes. Le seul pouvoir qui est le sien, c'est de voter contre la proposition du Conseil. Et on peut créer une crise institutionnelle. Alors autant, je pense que ce Parlement était prêt à voter contre la proposition du Conseil s'il n'augmentait pas la contribution, autant je ne peux pas prédire de ce que sera la majorité du nouveau Parlement. Et ce n'est pas un sujet mineur pour l'agriculture. Parce que lorsque le commissaire a dit moins 5%, nous on lit moins 15% de façon médiane sur l'ensemble de la politique agricole commune. Ce qui signifie moins 27% pour le développement rural. Donc vous voyez, sur le volet développement rural, on va peut-être en discuter 30 secondes, mais avec tout ce que ça représente sur le côté des MAEC, du bio, de l'investissement, de l'installation, etc., ben, ça veut dire qu'on ne raisonne pas de la même façon. Si vous avez un budget à moins constant ou un budget à moins 27%, c'est l'incidence n'est pas mineure en matière d'orientation agricole. Donc le premier combat, pour ma part, c'est le budget, c'est là-dessus. Il va falloir que je vois les nouveaux députés très vite. Le premier combat, j'ai laissé dans la répartition des rôles, d'ailleurs ça a commencé pour vous dire, hein, dans les discussions de responsabilité, ça c'est le premier combat. Second combat, une fois ce signé à l'heure, mais je dis ça parce que ça va aller très vite. Hein, on est début au mois de mai, on attaque au mois de septembre, avec une mesure de restance, et donc le budget est voté en octobre ou en décembre, et donc les rapports vont reprendre leur cheminement. Hein, donc, vous voyez, donc tout ça n'est pas sans importance. Quoi. Et je dis ça parce que il y a certains leaders de cette liste, si vous voulez, je le dis tout à l'heure, qui ont pris des votes dans les rapports, il va falloir qu'ils s'assument, si vous voulez, dans le démarrage de la future réforme. Voilà. Allez, je vous dis tout de suite, sur le rapport que j'ai eu le privilège de porter, j'ai positionné un outil de gestion de crise, un outil de marché, à travers ce qu'on appelle le régulateur sectoriel, je le disais tout à l'heure, qui est amené de la régulation donc, sur l'ensemble de la réforme. Sur cette régulation-là, les deux groupes qui n'ont pas voté, il a été voté en commission, c'est le groupe ALDE et le groupe ECR. Tous les autres groupes ont voté pour ma proposition de régulation pour garantir le revenu, donc et répondre à la question de la volatilité en cas de crise. Donc là, des éléments, on ne peut pas le nommer, mais comme Jérémy, que je viens par ailleurs, donc de CERN qui va se retrouver. Alors ils veulent créer un groupe, me dit-on, mais ça c'est des fantasmes franco-français, donc ça ne marche pas comme ça, que de créer un groupe, un avion au Parlement européen. Il faut 7 nationalités, 27 membres. Vous avez vu lors du dernier mandat, le temps qu'a mis, si vous voulez, Le Pen a créé son groupe, c'est un cheminement qui est beaucoup plus complexe que celui qui arrive. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ces votes-là qui sont déjà actés aujourd'hui, avec des positionnements différents entre les libéraux européens, je ne parle pas forcément des libéraux français, mais en l'État aujourd'hui et les sociaux-démocrates, ce sont des questions qui vont se poser sitôt la décision engagée sur le volet-là. Dans le budget, c'est un second enjeu. Le troisième, donc l'orientation sur lesquelles je pense qu'il faut que nous revenions avec force, c'est la question des revenus. Et la question de réponse à la volatilité des prix. Et là-dessus, je reviens sur mon rapport OCM. Dans le rapport OCM que j'ai produit, que nous avons produit ensemble, mais majoritairement, le premier axe le plus fort, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la création d'un régulateur sectoriel, c'est-à-dire de ne plus revivre, comme on l'a vécu, la crise du lait, pour être clair,
et remettre la Commission au cœur du dispositif, en mettant en place un observatoire, développer la transparence pour tous les secteurs, pas que pour tous les secteurs agricoles, de telle sorte que de la part des États, de l'ensemble du secteur, de l'ensemble des 28 États membres, donc, les éléments d'information de l'état du marché soient communiqués systématiquement de façon très fluide, pour permettre avec cet observatoire-là, déclencher des processus en cas de crise de marché, au plus vite. Ce qui signifie quoi? Qu'effectivement, on crée avec cet observatoire la nécessité et opposition de la Commission au cœur du dispositif de définir, lorsque le prix bouge ou en dessus ou en dessous donc, des prix donc, du marché, déclencher ce qu'on appelle donc, un protocole ou une procédure d'alerte rapide pour pouvoir alerter. Et donc cet observatoire a 30 jours avec la Commission pour amener des éléments de réponse donc, à la crise qui est en question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, on dit, on utilise des outils classiques, donc le stockage privé et le stockage public, et nous ce qu'on propose dans le rapport qui a été voté, c'est de pouvoir développer de façon formelle ce qui s'est passé pour le lait, mais trop tardivement, c'est de pouvoir permettre le retrait des produits volontaires du marché, premier point, et si ça ne suffit pas, en seconde étape, c'est la sanction de ceux qui continuent à produire plus à l'échelle de l'Union européenne. Et donc cet aspect-là de régulateur de marché qui donne un pouvoir spécifique à la Commission, donc est un élément majeur pour la garantie des revenus, donc en cas de crise. Et derrière cette partie-là, dans l'OCM, vous le savez, on a développé un grand nombre de propositions sur le volet viticole, sur les organisations, sur les OP et les OI, d'autre part, et donc sur la question, oui, c'est principalement ces trois aspects donc, du rapport OCM. Le troisième point que je veux développer, parce que le temps passe vite, c'est tout l'enjeu des accords de libre-échange. Voilà. Sur lesquels, effectivement, en termes de vision dans les projets, je pense qu'il faut que nous ayons politiquement et communément donc des positions claires. Et qu'effectivement, moi je veux déjà parler, c'est clair, c'est moi ma liste, dans tous les cas, elle a des positions claires sur les accords. Nous sommes pour comment dire, sortir de l'agriculture, faire de l'agriculture un enjeu, comment dire, sortir l'agriculture des contrats tels qu'on a réglé, la question entre le juste et le libre-échange. On est pour la position d'une exception de l'agriculturelle, très clairement. Donc parce qu'en l'État, effectivement, c'est trop dangereux pour le secteur donc, que nous avons à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et c'est un vrai sujet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la France s'est encore fait avoir donc, dans l'ouverture des négociations avec les États-Unis. Donc le choix a été fait la semaine dernière de réouvrir les discussions donc, avec les États-Unis en matière d'accord de libre-échange, sans avoir réglé la question du fait agricole. Et pour vous dire, pour avoir été en mission spéciale, donc Michel Dantel, comme on va le nommer, l'an dernier au Brésil, la question de l'accord de libre-échange avec les États-Unis ou la question avec le Mercosur est une question majeure, mais majeure pour la suite, comment dire, du maintien, j'appelle ça même moi, de l'enjeu civilisationnel de l'agriculture européenne. Voilà. Parce que nous ne parlons pas des mêmes choses. Et que la filière la plus fragilisée par ces accords-là, si perdue de ses développements, c'est la filière viande. Voilà. Et que ce que j'ai pu voir, ce que nous avons pu voir au Brésil, et sans, comment dire, sans discussion, sans interrogation, si on ne met pas des règles beaucoup plus fermes en matière d'accord de libre-échange, à partir de nos modèles propres, effectivement, je pense qu'il y a des pans entiers de notre agriculture qui vont disparaître dans nos territoires. Et la filière viande sera la première filière impactée. Donc, parce qu'effectivement, on ne pourra pas résister à cette vision donc, libérale en matière d'économie. Donc, je ne vais pas développer, mais c'est un aspect qu'on va pouvoir débattre si vous le souhaitez. Et enfin, c'était surtout la partie du modèle agricole auquel nous adhérons, nous, effectivement. Moi, j'ai voté contre, j'ai voté pour repousser la proposition de la Commission européenne. Voilà. Il y avait un amendement qui a été repoussé. Parce que je considère que la proposition de la Commission européenne n'est pas une réforme de la politique agricole commune. C'est uniquement une réforme administrative qui nous propose finalement de renationaliser la PAC et de basculer la mise en œuvre de la réforme à l'échelle des États membres. Et on nous l'a vendu avec deux concepts, au nom de la subsidiarité et au nom de la simplification. Voilà comment le commissaire Hogan a vendu son projet de réforme que nous avons sur la table. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de simplification. Si, il y a de la simplification pour la Commission européenne, mais il n'y a pas de simplification ni pour les États membres, ni surtout pour le secteur et les agriculteurs. Et pour la subsidiarité, pour ce qui est de la France, il n'y a pas de subsidiarité. Parce que vous le savez, un conflit s'est ouvert en France sur la volonté de l'État de récupérer l'ensemble de la mise en œuvre de la réforme, le premier et second pilier,
et le débat s'annonce dur, donc voilà, étendu, et nous sommes encore au bout. Donc ça veut dire que la volonté de subsidiarité, c'est-à-dire de rapprocher du bénéficiaire la politique publique, est totalement infondée, en particulier en France, et donc ces deux objectifs ne sont pas présents. Et moi je fais partie de ceux qui pensaient, ou qui demandaient, qui revendiquaient au commissaire, d'avoir une véritable ambition donc pour la politique agricole commune, avec un vrai budget dédié, au moment où tous les autres États continentaux dans le monde ont des budgets à l'agriculture et à l'alimentation qui progressent dans tous les continents donc, du monde aujourd'hui. Et que nous allons nous retrouver, de ce continent du monde, à avoir un volet budgétaire inférieur à ce qu'il est aujourd'hui en matière de politique agricole et d'alimentation. Et que nous sommes dans un moment charnière d'une stratégie à moyen terme sur laquelle il n'y a aucune lisibilité portée par la Commission européenne. Et c'est pour ça que j'ai voté contre la position et le rejet de la position de la Commission en leur demandant de revoir totalement leur copie au regard des enjeux locaux, du revenu sur le territoire et l'économie des territoires, mais également au regard des enjeux internationaux tels qu'ils se présentent à nous, avec ces questions donc, de stratégie donc, économique et alimentaire qui ne sont pas définies dans le projet que nous avons sur la table. Et ensuite, j'ai voté contre le rapport démocratique sur le plan stratégique, parce que dans les amendements, malgré les amendements que nous avons fait au sein du Parlement européen, d'ailleurs, bon nombre de collègues du PPE qui ont voté à la fin étaient très en interrogation jusqu'à la dernière minute du vote, pour vous dire, donc, parce que malgré les amendements, on n'a pas regagné le commun qu'on a perdu dans la proposition de la Commission européenne. Voilà, ça je peux le décliner, pili par pili si vous le souhaitez, pour expliquer plus avant donc, mon propos. Là, je m'arrête là, parce que j'ai déjà bouffé donc mon temps. Et donc, je vous cède la parole, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, qui démarre? Excusez-moi, c'est juste une question technique. 1,3, 1,08. Vous pouvez me dire ce que c'était cette Oui. Actuellement, le budget de l'Union européenne, vous savez qu'il est composé à 71% par les contributions des États membres. Et donc, les États membres participent, ce qui est tout le monde de l'Union ensemble. C'est le vrai problème d'ailleurs du projet. Je ne vais pas l'évoquer là parce que ce n'est pas le lieu, mais on évoque notre position est très claire. Et je réponds à votre question. Donc, les contributions des États membres, elles sont constituées sur la base de 1,08%, on dit 1% communément, du PIB de chacun des États. Donc, chaque contribution, c'est l'addition, c'est comme un impôt des SIOM en France, si vous voulez, la les Concom, les communautés de communes, où chaque État contribue pour 71% du budget, par ce principe-là, à la constitution du budget européen. Le reste est constitué par de la TVA et des droits de douane. Mais le problème majeur, les deux problèmes majeurs du dysfonctionnement de l'Union européenne, on sort de la vie, mais ça concerne la vie, c'est la structure budgétaire et le problème de la fiscalité européenne. Et en trois, donc, de la décision à l'unanimité sur les règles fiscales. Parce qu'aujourd'hui, les États ne veulent pas monter le budget. Et je ne vais pas être trop, mais aujourd'hui, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, on a un manque à gagner de 12 milliards d'euros. Là, aujourd'hui, dans le débat budgétaire, pour répondre aux nouveaux défis, défis du climat, défis de la migration, défis de la sécurité et de la défense, vous savez qu'on a décidé de mettre 13 milliards d'euros sur la question de la sécurité et de la défense, ça fait qu'on a un manque à gagner de 12 milliards d'euros pour les nouveaux défis. 12 et 12, ça fait 24 milliards d'euros. Voilà. Donc 24 milliards d'euros, si vous n'augmentez pas la contribution, ben, il faut prendre l'argent quelque part. Donc ceux qui vous disent que la PAC se développera à budget constant, vous mentent. Voilà. Les deux gros budgets de l'Union européenne, vous le savez, c'est la PAC et la cohésion. Donc à un moment donné, il faut trouver où on trouve les 24 milliards. Je gère mon père de famille, si vous voulez, il manque 24 milliards, on n'augmente pas les recettes, et donc on ne diminue pas la PAC. Là, il faut qu'on m'explique. Et même le commissaire Oettinger, quand je parle aussi beaucoup à ça, il ne sait pas trop m'expliquer finalement. Voilà. Donc, de fait, il y aura, et je vous le dis là, mais je ne suis pas fier, c'est pour ça que le combat, j'ai dit que mon combat liminaire, il y aura une baisse de la PAC, donc 2021-2027. À 1,03. Non, parce que si les États, si les États restent à 1,08, c'est un budget constant. D'accord? Ça veut dire un budget constant, si vous avez un déficit de 24 milliards d'euros, il faut bien que vous trouviez l'argent dans les programmes actuels pour combler ce déficit-là. D'accord? Et dans les programmes actuels, vous avez deux grands programmes, 30 et 30, donc la PAC et la cohésion. Donc c'est là que vous allez prendre de l'argent. Voilà, vous gérez des collectivités, des associations, voilà, c'est pas la peine de tourner pendant des mois et des mois. Quand le temps encore Didier Guillaume, par ailleurs, nous dire le budget ne bougera pas, les Français se marteau-boutés sur le budget. S'ils se marteau-boutés sur le budget, comme ils se marteau-boutés sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis, vous voyez ce que ça signifie derrière. Ça veut dire qu'on a des mots, mais il y a des actes produits. Donc la vérité que l'on vous doit, mais vous surtout aux agriculteurs, c'est qu'en l'état de la structure budgétaire, le budget va diminuer. Et par contre, si on était à 1,3, ce que nous revendiquons tout le Parlement européen, là on mange à 1,3 de contribution des États membres, là on peut assumer les nouveaux défis,
Et on peut répondre donc, à un budget constant de la PAC. Le 1,3 que nous revendiquons, nous, le Parlement, si vous voulez, c'est pour justement maintenir les budgets constants PAC et cohésion, d'accord, et ensuite répondre à ces nouveaux défis, donc les 624 milliards d'euros. Je ne sais pas si je suis clair. Bon. Jean-Denis, bonjour, du journal de terrain. Alors c'est peut-être la fin de la journée, hein, mais c'est... Oui, peut-être, je vous plains. c'est vrai que l'Europe que vous décrivez, et je vais être un peu brutal, elle ne fait pas vraiment envie, quoi, ça a l'air assez technocratique. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans les aspects de procédure, voilà, et notamment, je n'ai pas tout compris dans votre projet, quelque part. Notamment dans les propositions, parce que bon, le budget, je vois pas très globalement, mais quel est le type d'agriculture que finalement, au niveau européen, on a envie de défendre? Est-ce qu'on a toujours envie d'une agriculture qui produise ou pas? Je vais poser la question de ma collègue, comme ça c'est le Mitran à poser. Quelle place pour réserver la bio dans ce programme de développement? Voilà, c'est aussi un peu ces sujets-là. Vous êtes beaucoup focalisé sur les questions que je parce que c'est l'urgence. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, moi je ne veux pas attaquer des pays sont mais ceux qui ne sont pas dans l'institution, je sors d'un rapport, j'étais rapporteur, je ne sais pas si c'est un rapport législatif sur la PAC. C'est pas rien, voilà, c'est pour ça que je suis sur les tables du concret. Je vous illustrez bien un petit peu le décalage entre la vision du citoyen lambda par rapport à l'Europe et ce qu'est l'Europe, effectivement. On a vraiment l'impression que c'est deux mondes qui sont... Non, là vous avez, je vous très vite. Moi je suis, quand je vous dis que j'ai voté contre la proposition de la Commission, et que ce projet proposé par la Commission n'est pas un projet de réforme de la PAC, c'est qu'on continue, il n'y a rien de nouveau, quoi. Quand vous décryptez le projet de la PAC, si vous vous intéressez, vous verrez qu'il n'y a rien de nouveau. Sur le premier pilier, il n'y a rien de nouveau, donc, et sur le second pilier, mis à part la baisse du budget et la renationalisation de la mise en œuvre, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas une réforme politique, c'est une réforme administrée. Donc je suis contre, parce qu'effectivement, comme vous le dites, de mon point de vue, cette réforme-là ne répond pas aux grands enjeux de l'avenir de l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on accompagne le productivisme de ce qui est proposé là, si vous voulez, donc on ne change rien à ce qu'on avait depuis 54 ans. Et que moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur d'une mutation profonde du modèle de l'agriculture, et qu'il faut que ce modèle de l'agriculture qui a été cloisonné, je dis souvent ça, depuis 54 ans, qu'est-ce qui s'est passé? En deux mots, on a cloisonné l'agriculture, de l'alimentation, de la santé humaine. Quand je dis on a cloisonné, de mon point de vue, c'est clair, c'est l'agrochimie et l'agroindustrie qui a cloisonné, et qui a fait perdre le sens au modèle agricole. Ça, c'est ma lecture. Et je dis parce que j'ai un rapport sur la PAC et l'emploi, j'ai analysé ça précisément, mais je n'ai pas le temps de l'exposer, qui montre bien effectivement qu'au nom de la financiarisation de l'agriculture, on a cloisonné, donc on a concentré la production et on a accéléré le productivisme. Et qu'aujourd'hui, on arrive à une société, c'est le constat que je pose, hein, et c'est un travail que j'ai fait de façon scientifique, c'est pas prétentieux, mais quand vous annoncez le nombre d'insectes qui ont disparu, quand vous annoncez le nombre d'oiseaux qui ont disparu en termes de biodiversité, lorsque vous constatez, si vous voulez, la disparition des pollinisateurs, ce n'est pas des sujets mineurs. Et vous savez comme moi que les pollinisateurs représentent un tiers de l'alimentation mondiale. Ça, c'est le résultat, c'est pas tombé de hasard. Lorsque vous constatez les points de vue humains et des maladies, si vous voulez, les problèmes de puberté, ce que je dis souvent, les problèmes de fertilité, les problèmes d'obésité, donc, vous voyez, ce n'est pas des sujets mineurs. Et donc, ça, le lien à l'alimentation a été rompu au nom de la concentration et de la finance. Donc, effectivement, je prends le modèle de recentrage de l'agriculture, effectivement, pour aller vers une agriculture dite familiale, c'est une agriculture vertueuse, qui prenne en compte la question, et moi je vais beaucoup plus loin, ça je dis, si on veut sauver l'agriculture et les agriculteurs, mais en termes de revenus, surtout d'ailleurs en termes de revenus, il ne faut pas y entrer par l'agriculture, il faut y entrer par la santé humaine. Santé, aliments, agriculture. Et donc là, ça veut dire quoi? Qu'on va reconquérir les territoires, on veut une agriculture qui soit respectueuse de l'enjeu alimentaire et de l'enjeu nutritif de l'aliment, qu'on a bien oublié. Et ce n'est pas les agriculteurs qui sont en cause, c'est le modèle qui les a menés à. Donc ça signifie quoi? Mais ça signifie tout simplement que l'on va changer les façons de faire. Et que les moyens publics dédiés, moi j'étais pour un budget, comment dire, d'accompagnement de la mutation de l'agriculture. Effectivement, d'une agriculture productiviste, il faut arriver à une agriculture familiale, respectueuse de la qualité de l'aliment, nutritif, des sols, de l'eau, de l'air, je vous le dis en résumé, donc, et que les moyens publics dédiés accompagnent cette agriculture que nous souhaitons. Parce que lorsqu'on parle de PAC, on doit avoir conscience qu'on parle de politique agricole, j'aimerais bien qu'elle soit aussi alimentaire, publique, commune. C'est-à-dire qu'on prélève de l'impôt, c'est le schéma, j'ai 500 millions de citoyens européens, et on le redistribue. Et que dans le fait de le redistribuer, on doit poser nos exigences. Et qu'aujourd'hui, qu'une agriculture qui n'est pas au rendez-vous de l'enjeu ni de santé humaine,
ni de la biodiversité, et pas d'agriculture qui sera pérenne. Parce qu'au nom du libéralisme, et ce qu'on nous dit aujourd'hui, je vous dis, quand je dis aujourd'hui que les éleveurs vont disparaître en France et en Europe, je parle de connaissances. Quand on vous dit aujourd'hui dans les Pays-Bas ou les Danemark, ils disent mais nous on est compétitifs. Mais ils sont compétitifs avec des troupeaux à 1000 vaches aujourd'hui. Mais je dis, mais allez voir au Brésil ce qui se passe. Regardez en Chine ce qui se passe. Si on est sur un véritable libéralisme, au nom d'un bien invisible et donc et du ruissellement, on a au niveau mondial beaucoup plus fort que soi. Au niveau chinois, ils sont à 18 à 100 000 bêtes, vous savez ça, certainement. Donc ça veut dire que nous, on va disparaître, nos races, la Gasconne, la Partenaise, la Monte-Aquitaine, donc l'Aubrac, etc., dans les 15 ans, mais dans les 25 ans, eux vont disparaître également. Parce qu'on ne pourra pas résister. Donc l'enjeu, il n'est pas mineur. Et donc c'est pour ça que je suis en colère contre le commissaire, pour tout vous dire, parce que je considère que là, il n'a pas pris la mesure de l'enjeu stratégique. Or, l'alimentation, dans les 50 ans, dans les 30 ans qui viennent, là, est éminemment un enjeu stratégique majeur. Et donc on a besoin de vision, de moyen terme, et on a besoin de perspective, et donc de moyens dédiés. Or, on s'est enfermé dans le modèle, comme on l'a coutumé, de dire on va donner des paiements de base aux agriculteurs, donc pour maintenir un pseudo-revenu, ce qui n'est pas fondé. On est le seul continent au monde qui continue à donner des aides donc, découplées. Ces questions-là, il faut se les poser. Qui s'est posé la question de la pertinence du découplage des aides dans le débat que nous avons eu? À aucun moment, nous avons eu une analyse des autres modèles et de la pertinence du découplage des aides. Et lorsque vous mettez, c'est pour ça que j'ai voté contre le rapport après l'amendement du Parlement, si vous voulez, le découpage des aides et les paiements de base, si vous voulez, à 60%, et que vous perdez du champ sur le volet de l'écologisation de l'agriculture, aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sens. Quand vous êtes en retrait par rapport à la PAC actuelle, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la conditionnalité, c'est surface d'intérêt écologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, vous allez m'en vouloir. Mais donc aujourd'hui, globalement, la PAC est sur la table, là, qu'on a voté, qui a été votée majoritairement, elle perd du chemin par rapport à l'enjeu environnemental et écologique. Et dans ce moment-là, je pense que ce n'est pas responsable. Voilà. Donc mon modèle, c'est l'agriculture familiale, l'économie des territoires, si vous voulez, une agriculture donc, de qualité qui permette de répondre à l'enjeu, je le redis, alimentation, nutrition et santé humaine. Ça m'a dit. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce que le temps passe vite et les horaires avancent, donc Mais je dernièrement, ça va être des contradictions, soyez attentifs à ça, sur les listes, quoi. Qui va porter, c'est un vrai sujet, hein, Anne de rentrer, dans ça, c'est bien, Sander, mais nous on a le sujet, c'est que qui va porter pour la France, dans les mois qui arrivent, si vous voulez, la place de la France dans la réforme de la politique agricole commune. Vous savez, donc Michel Dantin et Edouard, il arrête, vous savez, donc voilà, le personnel, j'ai beaucoup de respect pour Michel Dantin, voilà, je comprends, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, pour être social-démocrate, il n'y a pas de. Mais on a avancé sur une vision française dans ce travail-là, parce qu'on l'a fait ensemble, je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est vrai. Donc José arrête, si vous voulez, donc Karine Loanec-Moret de l'entreprise, elle est loin dans les éligibles. Aujourd'hui, on a Jérémy, mais il faut qu'il règle son de serre, il faut qu'il règle, au-delà de ce qu'il va faire en groupe, c'est M. Janson, mais il faut qu'il règle son problème déjà avec Enfin, parce qu'ils finissent la ligne qui veut le conduire sur le modèle agricole, si vous voulez, donc qu'est-ce qu'ils vont défendre? Et ensuite, s'il est à la LDE, ce que je crois, mais ils finiront là, est-ce qu'ils vont voter contre les outils de régulation ou pour les outils de régulation? Ce n'est pas des petits sujets, parce que la question du revenu et de la volatilité des prix, c'est par là, de mon point de vue, par là qu'il faut y entrer. Parce que si on garantit le revenu aux agriculteurs, ce que je crois, c'est que demain, on aura plus de facilité pour les amener à faire des choix donc, sur les modèles de l'agriculture qu'ils poursuivent. Et moi, je l'ai vu sur la viticulture, mais j'arrête là. Donc, parce que sur le côté viticole, j'ai fait un gros boulot avec les vignerons. Sur le côté de l'étiquetage, d'abord, vous savez qu'on propose de repousser à 2050 les autorisations de plantation. Avec une évaluation en 2023 et ensuite une évaluation tous les 10 ans. Ce qui n'est pas rien pour le secteur. On parle de culture pérenne. Eux ont besoin d'avoir des visions à long terme. Donc nous avons travaillé là-dessus et la majorité des groupes a voté cette proposition-là que j'ai faite. Et quand on travaille avec eux sur la question de l'étiquette, au nom de la santé et d'informer les consommateurs, ça m'a pris pendant les demi du boulot. Aujourd'hui, il y aura sur les étiquettes des ingrédients, donc de l'énergie, des éléments. Oui, c'est juste pour finir. En fait, là, vous êtes au Parlement européen, pour vous, on continue avec le travail qui a été fait.
Non. Ça veut dire que, non, mais on continue avec le travail qui a été fait avec les 3 rapports et on continue le chemin si les présidences, le Conseil des présidences l'accepte. C'est ça l'enjeu pour vous. Non, alors pour moi, l'enjeu, c'est de repartir à zéro. Oui, non, mais réciproquement, l'enjeu, c'est que va décider la Ah, mais parce qu'on n'est pas un jury présidentiel où on va. Enfin, je ne sais pas si je suis président, hein, on ne peut pas discourir. Si vous voulez, il y a un cadre qui est en place là, il faut vous dire la vérité. Oui, excusez-moi. Mais ça veut dire que les autres, si la conférence de présidence dit OK, tous les autres partis ont une réforme sur la PAC qui leur passe le nez. Non, non, parce que s'ils disent OK, on poursuit, 30 secondes, on poursuit, si vous voulez, c'est une formelle, hein, mais les rapports ont été votés, on va les passer en plénière. Entre la position que nous avons votée et la plénière, il y a possibilité d'amendement. Oui, d'accord. Mais réel, on peut voir, moi je peux amender beaucoup, je peux vous dire, hein. Je sais ce que j'ai amendé déjà, mais bon, on n'a pas le temps, mais voilà, si ça passe pas en plénière, c'est en plénière, c'est qu'on ne perd pas de temps. Mais l'enjeu est trop important pour le limiter au temps, si vous voulez. Moi, je considère que le projet qui est devant nous n'est pas à la hauteur des enjeux de l'avenir de l'agriculture, ni française, ni européenne. Et c'est grave, je vous le dis sincèrement, ce qui est en train de se produire. Voilà. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.